est 20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Guerre du Golfe, 27 ans après, les rescapés courent toujours derrière leur indemnisation. Au nombre de 402, ils ont commis un avocat pour exiger réparation. Rufisque, 33 mois d'arriérés de location estimé à 80 millions de francs CFA. Le bailleur du conseil départemental réclame son argent, les occupants des lieux déjà expulsés. La journée de l'enfant africain célébrée cette semaine. La rédaction s'intéresse ce soir aux enfants victimes de viols et d'inceste. 600 000 cas enregistrés selon les dernières statistiques. Le silence coupable de certains parents fustigés par les défenseurs des droits de l'enfant. Et puis en sport, les prix des maillots des Lions ont flambé après la victoire du Sénégal. Les vendeurs trouvés au marché Sandaga se frottent les mains. À suivre également dans cette édition le portrait de l'homme du match Sénégal-Pologne, Mbaye Niang, auteur du deuxième but sénégalais. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Guerre du Golfe, 27 ans après, les indemnités de guerre du contingent militaire Arabie Saoudite restent toujours impayées. Les 402 rescapés dénoncent une injustice et réclament leur dû. Ils ont commis un avocat pour exiger réparation. Les rescapés du contingent militaire de retour d'Arabie Saoudite étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu de cette rencontre avec Fatou Bintou Konté et Diafar Abba. Mamadou Diouf fait partie des djambars escapés d'Arabie Saoudite. 27 ans, jour pour jour, qu'ils courent derrière leur indemnité de guerre. Des indemnités qui ont fini par disloquer beaucoup de familles. Voilà le problème. Il y a des familles qui sont disloquées. Il y a des gens qui ont divorcé avec je ne dis même pas leur femme, mais avec leur papa. Ton fils a reçu, je n'en ai pas reçu. Non, il n'en a pas reçu, bon machin. Donc il y a eu divorce. Oui. Mamadou Diouf croit dur comme fer que le royaume saoudien le rappelle et que l'argent a été détourné par l'État du Sénégal. L'indemnisation a été versée au Sénégal parce que les gens ont eu la preuve. Hein. Ils ont écrit au royaume saoudien ces derniers. Mais juste après qu'on soit revenu, mais le ministre des Forces armées, à l'époque, un prince là, Khalid, mais est venu présenter ses condoléances ici. On connaît l'Arabie Saoudite. Il ne va pas venir au Sénégal pour présenter les condoléances comme ça, les mains vides. Quand même, soyons sérieux. L'argent est là, l'argent n'est pas là, mais l'argent est arrivé au Sénégal. Ça, c'est clair. Dans 3 ans, ce dossier risque d'être proscrit. Donc, il urge d'accélérer le processus et le collectif des djambars réclame sa déclassification pour qu'ils puissent rentrer dans leurs fonds. D'instituer une commission. Dans cette commission, nous préconisons qu'il y ait des représentants de la société civile, qu'il y ait un représentant du ministère des Finances, parce que c'est eux qui s'occupent de l'argent, un agent judiciaire peut-être de l'État, mais aussi qu'il y ait une présence du collectif des djambars avec leurs avocats. Avec ce mécanisme, bien sûr, nous demandons une chose très simple pour permettre à la commission de travailler, c'est de procéder à la déclassification de tous les documents relatifs aux versements qui ont été reçus de près ou de loin de l'Arabie Saoudite ou des Nations Unies. C'est en 1991 qu'un contingent militaire de 450 hommes de retour d'Arabie Saoudite ont eu un crash où 93 djambars y ont perdu la vie et 402 rescapés qui courent toujours derrière leur indemnisation. Fatou Bintou Konté, merci. 33 mois d'arriérés de location, 80 millions de francs CFA. C'est ce que réclame le bailleur du conseil départemental de Rufisque, très remonté contre les autorités étatiques. Ousseynou Diop et Ahmadou Bambassamou pour plus de détails. En mettant sa maison neuve à la disposition du conseil départemental de Rufisque, le bailleur de cette institution ne savait pas qu'il allait rester 33 mois sans être payé. Aujourd'hui, il réclame plus de 80 millions de francs CFA au conseil départemental. Ce que je réclame, la conseil départemental de Rufisque, encore l'État du Sénégal, parce que le conseil départemental de Rufisque est une branche de l'État. Je le réclame 82 500 000. Ces 82 500 000 là, ce n'est pas une journée, pas 2 jours, c'est pendant presque
3 ans, parce qu'ils l'ont fait dans la maison 33 mois. 33 mois sans payer. Sans payer. Donc, j'ai demandé à Souleymane Ndoye de m'aider. Au cas si vraiment il ne peut pas me payer, vraiment, qu'on me laisse la maison. Il me dit, il va me payer après. Donc, il dit ce qu'on lui donne, c'est juste pour les salaires. Donc, cela veut dire, en entendant cela, ma maison que j'ai construite avec beaucoup de millions, c'est au second plan, c'est leur préoccupation. Pourtant, ce ne sont pas des démarches qui manquent auprès des hautes autorités de ce pays pour rentrer dans ces fonds. Je demande à M. le Président de la République, à toutes les autorités sénégalaises, M. le Président de la République, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ministre du budget et M. le préfet des Rufisque, qu'ils mettent que ces hommes payent ce qu'on me doit. Vous avez saisi le président ainsi que le Premier ministre? J'ai écrit plusieurs lettres à M. le Président de la République. Toutes ces lettres sont restées sans suite. J'ai une fois écrit à M. le Premier ministre qui est là aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui est là aujourd'hui, c'est lui qui a écrit la lettre sans suite. J'ai écrit une lettre à M. le ministre de l'économie des collectivités locales qui était Abdoulaye Diouf Sarr, sans suite. J'ai écrit encore une autre lettre à M. le directeur de cabinet de M. le Président de la République, c'est lui qui était là les jours de l'inauguration du conseil départemental. Tous ces gens-là, je les ai écrits, mais tout ça, ça reste sans suite. Député par cette situation, Mamadou Yassarou Diallo, qui craignent d'être assaillis par les banques, invite l'État à éponger cette dette. Grève de l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et des services des universités du Sénégal. Les travailleurs réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative, notamment la révision du statut des travailleurs et la revalorisation des salaires. Écoutons à ce propos leur porte-parole, Mor Roulé. Il est au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. L'agenda que le ministre nous avait proposé, au mois d'avril, on devait finaliser. On est au mois de juin. Nous avons constaté que le ministre nous appelle encore, nous invite encore à des discussions. Et l'intersyndicale a jugé utile de s'arrêter pour essayer de comprendre ce que le ministre veut faire avec nous. Nous avons constaté toutes les autres communautés, toutes les autres parties qui sont dans l'université, quand ils font des mouvements de grève, leur problème est réglé. Le PATS est patient, il va au dialogue, mais toujours le problème reste et demeure. C'est pour cela que l'intersyndicale a décidé de décréter, à partir d'aujourd'hui, de paralyser toutes les universités jusqu'à ce que la plateforme des PATS soit réglée et qui se résume en quelques points. C'est la révision du statut des PATS, c'est la mobilité entre les universités, c'est le prêt DMC qui est donné à tous les fonctionnaires, c'est la mise en place du centre de formation universitaire. Ngolar, dans la commune de Noto Djobas, les populations exigent le respect du protocole d'accord signé avec une entreprise chinoise qui exploite leurs terres. Elles étaient dans les rues ce matin. La correspondance donc de Cheikh Anta Diop et Seylatia. Un protocole d'accord avait été signé entre les populations de Ngolar, les autorités locales de Noto Djobas et une entreprise chinoise chargée d'exploiter la latérite utilisée dans la construction de l'autoroute Ila Touba. Des terres ont été expropriées depuis 2 ans. Aucun engagement n'a été respecté selon les populations. La matière première qui devait servir à bâtir cette autoroute est sur nos terres. L'État nous a expropriés. On nous a pris nos champs. Et qui connaît le paysan doit savoir qu'il n'a que son champ pour survivre. Le protocole a été signé depuis novembre 2017 et jusqu'à présent, il n'y a aucun acte de ce protocole qui a été respecté. C'est pourquoi nous sortons pour dénoncer cette situation. Dans le protocole d'accord, il est dit qu'ils vont réfectionner cette route. Vous êtes passé par là et vous avez vu par vous-même que ce n'est pas une route. Elle est impraticable. Ensuite, il était dit qu'ils allaient recruter 15 jeunes. En plus de ça, la case de santé en poste de santé, la construction de 5 salles de classe, la construction d'une bibliothèque
bibliothèque donc informatique pour permettre aux jeunes de s'y voir. Et également un foyer de jeunes et également la construction d'un abreuvoir pour le bétail. Mais rien n'a été fait de tout cela. Aussi, Ngolaar souffre d'un manque criant d'eau et d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Les femmes font des pieds et des grues pour avoir le liquide précis. Il y en a même qui se lèvent à 4 h du matin, ne serait-ce pour avoir de l'eau. Ces populations de Ngolaar qui menacent de passer à une vitesse supérieure sollicitent l'intervention de l'État avant qu'il ne soit trop tard. Les collectivités territoriales vont rentrer dans leur fonds le 1er juillet. L'annonce est du directeur des finances. Les 42 milliards bientôt disponibles, mais Adama Diouf n'est pas rassuré. Le président de l'Union des associations des élus locaux parle de lenteur administrative, tout comme le secrétaire national chargé de l'environnement et du développement durable de l'association des maires du Sénégal, Bamba Fall. Le reportage de Mambiram Diouf et Gervais Yao que vous pourrez suivre certainement avant la fin de cette édition. Qui est là, je vous propose de suivre le reportage. Le retard accusé dans le paiement de la facture de 42 milliards n'est pas sans conséquence. Les collectivités territoriales souffrent, elles éprouvent beaucoup de difficultés dans leur fonctionnement et dans les investissements auxquels elles font face. Investissement dont le montant cette année, estimé à plus de 21 milliards, a été revu à la baisse. Et la collectivité, ce n'est pas seulement les salaires. Il y a le fonctionnement du service, notamment les départements qui n'ont pas de siège, qui payent la location, payent la facture d'eau, payent l'électricité, font des déplacements. Ça, c'est le fonctionnement. Une commune comme la Médina, en fonds d'équipement, en fonds de concours, on lui donne 15 millions. Mais un investissement à 15 millions, ça ne peut même pas construire des toilettes d'école. Après le vote du budget en décembre 2017 et l'arrêté interministériel le 12 avril dernier, il dénonce les lenteurs dans la mise en place des fonds au niveau du Trésor. Le ministre des Finances, à travers la Direction générale des Finances, nous a rassurés, nous a dit que dès le 1er juillet, les fonds seraient, la situation serait débloquée. Mais nous avons des soucis parce que la phase comptable, le dossier n'est pas encore allé au Trésor. Et j'ai l'habitude de chahuter mes collègues de la Direction générale politique, c'est la machine à procédure. J'en suis un peu pessimiste, parce que quand j'entends le ministre des Finances dire que l'État est bourré d'argent, ils ont plus de 700 milliards. Même nous, à la Médina, nous nous battons à travers nos amis, nos partenaires, pour au moins ne pas rester les bras croisés. On est en train de paver les grandes artères, on est en train aussi de rendre moderne nos terrains de football. On est en train aussi, pour les vacances, de vouloir refaire les écoles. L'acte 3 de la décentralisation piétine, mal pensé dans son application selon Bamba Fall, une réorganisation s'impose selon ses élus locaux. Mambiram Diouf, merci. La journée de l'enfant africain a été célébrée dans la commune de Ross Béthio, région de Saint-Louis, dans le nord du pays. Le taux de préscolarisation est estimé à 14% contre 17% au niveau national. Les acteurs de la région s'engagent à dépasser les 50%. Reportage Ousseynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, la journée de l'enfant africain a été célébrée dans la commune de Ross Béthio, une occasion pour le coordinateur de la case des tout-petits et de la petite enfance de plaider pour l'augmentation du nombre d'enfants dans le préscolaire. Dans la région, le taux est très faible. Les dernières études avaient révélé un taux de préscolarisation de 14% contre 17% au niveau national. Les défis sont immenses. Il s'agit surtout aujourd'hui de relever le taux brut de préscolarisation à 50% en 2030. Je rappelle que ce taux est actuellement à 17% au niveau national. L'autre problème rencontré par les acteurs éducatifs est la présence des abris provisoires dans plusieurs communes du département de Dagana, ce qui freine l'éducation des enfants dans le nord du pays. Par ailleurs, il nous faut remplacer les abris provisoires par des infrastructures de qualité, mettre à disposition des intrants, renforcer les capacités des acteurs de la petite enfance, assurer le suivi médical, la bonne nutrition des jeunes enfants. Le Sénégal doit atteindre d'ici 2030 50% du taux brut de préscolarisation des jeunes. Dans le département de Dagana, les ambitions des élus dépassent largement les prévisions de l'État. J'aurais souhaité qu'à l'horizon 2030, tous les enfants soient préscolarisés parce que c'est leur droit. D'autant plus que bientôt, l'enseignement préscolaire devra être une obligation pour tout enfant. Au département de Dagana, le taux est trop faible.
Cette édition 2018 de la Journée de l'enfant africain avait comme thème la nutrition, un intrant de qualité pour le développement de la petite enfance. Chants, danse et sketch avaient rythmé les activités. C'est une job pour une meilleure protection des enfants des Dara. La RADDHO interpelle l'État sur l'application effective de la loi interdisant la mendicité au Sénégal. Déclaration tenue à Kolda à l'issue de l'atelier destiné au renforcement de capacité des inspecteurs en langue arabe. La correspondance d'Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la protection de l'enfant, la rencontre africaine des droits de l'homme, la RADDHO, a mis en œuvre un projet de renforcement de capacité des inspecteurs en langue arabe responsables de l'éducation religieuse au sein des IA. Et cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet qui vise à contribuer à l'éradication de la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal. Vous savez, la mendicité des enfants est une problématique qui préoccupe, je pense, toute la population du Sénégal, et qui malheureusement est en train de prendre des proportions démesurées qui inquiètent tous les acteurs en tout cas qui sont sensibles à la cause de l'enfant. C'est aussi une manière pour la RADDHO d'interpeller l'État afin que les lois adoptées et ratifiées par le Sénégal soient appliquées, surtout celles qui protègent les enfants contre toute forme d'exploitation. Justement, nous, on interpelle l'État pour qu'il s'active ou renforce ses efforts par rapport à l'application effective de la loi qui protège les enfants contre toute forme d'exploitation. Ce projet de la RADDHO s'inscrit en droite ligne avec les programmes de l'État du Sénégal en matière de protection de l'enfant. Comme vous le savez bien, les DARA aujourd'hui doivent être réglementés, doivent être organisés, doivent être soutenus pour que les enfants qui sont dans ces daara-là puissent être dans des conditions suffisamment confortables pour des enseignements apprentissages de qualité. La RADDHO voudrait également que l'avant-projet de loi portant sur les statuts des daara soit adopté et que l'enseignement coranique soit traduit en offre éducative. Abdoulaye Diallo, la célébration de la journée de l'enfant africain, une occasion saisie par la rédaction de la Téléfutur Média pour s'intéresser aux enfants victimes de viols et d'inceste. Plus de 600 000 cas enregistrés selon les dernières statistiques. Le silence coupable de certains parents, un autre problème selon les défenseurs des droits de l'enfant qui exigent l'application des textes. Aminata Mbaresso et Gervais Yao pour le reportage si l'élément est en place. Inceste, viol sur mineurs, des faits récurrents dans la société sénégalaise, des récits affreux avec comme principale victime les enfants. Il y a eu un cas, il y a 2 ans de cela déjà à Guédiawaye, où l'enfant a été victime de cela, en face du commissariat de police de Guédiawaye en plus. Et là, quand on a été saisi, on a demandé aux parents de porter plainte, la police est venue arrêter la personne et tout ça. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les parents qui sont venus intervenir pour demander la libération de la personne. Les auteurs protégés souvent sur demande des proches, un silence coupable qui accentue la douleur des victimes d'inceste ou d'abus sexuels. Quand un enfant subit ce trauma-là, quand cet enfant subit cette situation, comment peut-on laisser aujourd'hui les adultes qui ont fait cela libres? Les agressions sexuelles, ça colle à la peau et c'est très difficile de s'en départir. Vu déjà par rapport au profil de l'agresseur, si par exemple c'est un parent proche, c'est-à-dire que la personne qui devait nous protéger, qui devait quand même nous apporter, qui devait nous servir de rempart, si par exemple c'est cette personne qui nous agresse, là ça pose problème. Ce qui fait que la plupart du temps, même pour faire confiance à sa propre famille, ça devient compliqué. Parce que c'est comme si voilà, le coupable court toujours dans la rue et que voilà, c'est comme s'il n'y a pas de justice sur cette terre-là. 600 000 enfants victimes d'inceste ou d'abus. Les dernières statistiques au Sénégal, l'absence de structure de prise en charge, un autre mal. On n'a pas déjà la culture d'aller voir un psychologue. 2, vous l'avez dit tantôt, on préfère tout étouffer au lieu de laisser à l'enfant de s'exprimer. Même un enfant qui parle beaucoup, qui s'exprime, on lui dit voilà, tais-toi. Une auto-saisine sur ces cas de viol ou d'inceste par le procureur de la République, le souhait de Raoul Latouf, cela malgré la volonté de certains parents à vouloir protéger les auteurs de ces crimes odieux.
Aminata Mbaresso lutte contre le paludisme. Plus de 98 millions de francs CFA dégagés par l'État du Sénégal pour l'achat d'une machine Luminex. C'est une première en Afrique. L'objectif visé, réduire la mortalité liée au paludisme d'ici 2030. Cher Diop et Laurent Mendy pour le reportage. Une toute première expérience en Afrique. La technologie Luminex sera expérimentée au Sénégal. Une prouesse médicale qui devra contribuer à mieux combattre le paludisme. Cette Luminex que nous lançons aujourd'hui ce matin, grâce à un partenariat fort avec le Center for Disease Control du CDC, vient s'ajouter aux autres plateformes que nous avions développées antérieurement pour lutter contre le paludisme. Quelque chose qui nous permettait non seulement de confirmer l'absence totale de parasites dans une zone, parce que les outils de diagnostic permettent de voir le parasite, mais s'il n'y a pas de parasite, qu'est-ce qu'il y a? Donc cette Luminex permet de voir toute infection récente antérieure par rapport au palu. Le Sénégal a enregistré des résultats probants dans la lutte contre le paludisme, même si des efforts restent à faire. Le Sénégal s'est engagé à l'élimination du paludisme d'ici 2030 avec une phase de pré-élimination en 2020. Donc, je peux dire que le Sénégal est en bonne voie. Parce que si on regarde l'évolution du nombre de cas que nous recensons de 2000 à nos jours, nous sentons une nette réduction du nombre de cas. Des chercheurs sénégalais seront formés à l'utilisation de cette machine, une expérience qui sera élargie aux biologistes de la sous-région. Vous voyez que aujourd'hui démarre non seulement la mise en place, mais la formation des chercheurs. Après une vingtaine de chercheurs sénégalais, d'universitaires, des personnes, des scientifiques de l'IRD, de l'Institut Pasteur, du programme PALU, beaucoup d'institutions sont là. Comme il a dit tantôt, cette machine sera une machine africaine, parce qu'il nous permettra, parce que si le Sénégal élimine le paludisme et que la Gambie ne l'élimine pas, ça ne sert à rien. Le centre de formation et de recherche de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sera accompagné dans sa mission par le centre de contrôle des maladies basé aux États-Unis pour assurer l'entretien de cette machine tous les 6 mois. L'auto-exclusion des États-Unis du Conseil des droits de l'homme est assimilable paradoxalement à la surenchère et aux facteurs catalyseurs, selon Maître Hassan Diomandjaï, qui pense que les États-Unis d'Amérique veulent faire dans la menace contre la communauté internationale. Cependant, celle-ci peut aussi produire l'effet contraire en incitant le Conseil à pouvoir voler de ses propres ailes. Maître Hassan Diomandjaï, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, que nous allons écouter au micro de Fatou Bintou Konté et Diafarba. Est en train seulement de faire de la surenchère aujourd'hui, puisqu'il est décrié un peu partout à travers le monde et de par ses actions souvent attentatoires à la dignité humaine. Et c'est une sorte de revanche ou en tout cas de menace qu'il fait planer sur la communauté internationale, sachant que les États-Unis sont le principal bailleur des Nations Unies. Et je pense que la communauté internationale doit rester ferme sur les principes, même quitte à s'ajuster de par les substances, en tout cas les moyens qui sont à sa disposition, et non pas céder à un chantage, étant entendu que les droits de l'homme sont quelque chose de non dérogeable et qui ne sont pas susceptibles de transactions. Donc si aujourd'hui les États-Unis proposent des réformes objectives, je pense que tout le monde peut réfléchir aujourd'hui, puisque le fonctionnement de ce Conseil évidemment pose problème. Nous-mêmes, nous avons vu des pays qui sont emblématiques en matière de violation des droits humains occuper des postes importants au niveau du Conseil des droits de l'homme. Donc même nous les militants, nous ne sommes pas contents. Mais la solution n'est pas évidemment d'affaiblir davantage ce Conseil, mais plutôt de le renforcer et je pense mener un combat qui puisse permettre à ce Conseil de jouer son rôle véritable pour la promotion et la protection des droits humains. Deuxième participation du Sénégal à la Coupe du monde de football, une mobilisation générale derrière les Lions. Les sportifs et journalistes rencontrés s'en réjouissent et soutiennent que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Le reportage d'Ibou Diouf et Gervais Haro. Lions du Sénégal, l'Afrique vous tire le chapeau. La première victoire africaine dans ce mondial, c'est bon pour le moral. La victoire des Lions du Sénégal dope le moral des supporters sénégalais. Un grand bol d'air accueilli dans une ferveur populaire
après 16 années d'absence à la Coupe du Monde. L'Afrique tout entière savoure la sortie gagnante du Sénégal. Un mardi encore historique dans l'histoire du football sénégalais. Dans tout le pays, des millions de citoyens ont hurlé leur joie, bariolés de drapeaux verts, jaunes, rouges et de l'étoile au milieu. Le pays revit, respire et s'enivre d'une sacrée performance des Lions, la 3e victoire du Sénégal à la Coupe du Monde après celle obtenue en 2002 face à la France et à la Suède. Les gars, s'il vous plaît, remettez-nous ça face au Japon. Les commerçants aussi s'adaptent en conséquence au nouveau climat. La ferveur populaire autour de l'équipe nationale, ils veulent profiter de l'euphorie qui accompagne le succès des Lions. Maillots, drapeaux et autres gadgets à l'effigie de la nation sénégalaise se vendent comme des petits pains. Tout le Sénégal vit au rythme du mondial, des supporters s'affichant à l'unisson de la ferveur populaire et tilant à leur manière leur équipe vers le succès. Les fils du pays et de toute obédience n'ont pas manqué de montrer leur attachement à la bande à Sadio Mané. Depuis le début de la compétition, le ballon rond passionne des foules, prodiguant pronostics et éloges. La ferveur est à la mesure de l'exploit qu'ont réalisé les Lions du Sénégal. En attendant, l'équipe nationale reste le dénominateur commun de tous les Sénégalais. On vit au rythme du ballon rond. Permettez-nous de vivre encore ces bons moments. Le Sénégal, des victoires pour plus de ferveur populaire. C'était là donc le récit de Ibou Diouf sur la victoire du Sénégal face à la Pologne. L'Afrique qui gagne donc ses premiers points avec cette victoire des Lions, victoire qui fait également la une de la presse internationale, TF1, RFI, Le Figaro ou encore France 24. La prestation de Sadio Mané et de ses coéquipiers est saluée de tous. Les récits de Fatidien. Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations sont adressés à l'Afrique. Le football africain rehaussé par une équipe du Sénégal qui fait la fierté de tout un continent. La presse internationale parle de cette entrée réussie des Lions de la Teranga. TF1 est largement revenu sur la prestation de Sadio Mané et ses coéquipiers. Le Figaro parle lui aussi de cette victoire qu'offrent les Lions de la Teranga à l'Afrique. Un Sénégal qui commence idéalement sa Coupe du Monde. Un coup parfait face à la Pologne, la première nation africaine à s'imposer en Russie. Le premier succès de l'Afrique dans ce mondial. Les mots presque les mêmes, les sentiments aussi chez les Africains. Baïna, Idrissa Gana Gueye, Khadim Ndiaye et compagnie occupent le devant de la scène. Ils ont fait renaître l'espoir chez les Africains après les défaites de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et du Nigeria. Sur RFI, France 24, entre autres, les témoignages sont les mêmes. L'Afrique célèbre sa première victoire en Russie. Les stars africaines du ballon rond supportent aussi l'équipe du Sénégal et adressent leurs félicitations aux protégés d'Aliou Cissé. Fatidien, Gouloumbou, un village non encore électrifié, mais qui, grâce à ERA, à travers sa fan zone, a pu suivre le match Sénégal-Pologne, une manifestation inédite dans la contrée située à 30 km de Tamba. Un appel est lancé à l'endroit des ONG pour mieux supporter les Lions du Sénégal. La correspondance de Moussa Margué. Gouloumbou, 30 km au sud de Tambacounda. Grâce à ERA, Énergie Rurale Afrique, les populations ont suivi le premier match des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde de Russie 2018. Selon Amadou Barawat, le chef de village, c'est la première fois qu'une telle activité est organisée à Gouloumbou, situé à cheval entre Tambacounda et Kolda. Léopold Mbarfaye, le directeur général de ERA, lance un appel à l'endroit des différentes ONG et entreprises intervenant à Tambacounda. Et en ces moments de communion sportive, nous voulons ici exprimer à nos lions, là-bas à Moscou, tout le soutien de la population du Sénégal oriental. Et d'ici à Gouloumbou, notre activité est rurale et c'est pour cette raison qu'on a eu l'idée. Aux entreprises de la région de Tambacounda, de la région de Kaffrine et de Kédougou de venir s'unir à notre effort pour que cette fan zone puisse être démultipliée et qu'elle puisse être plus puissante pour drainer le maximum.
Les prix des maillots des Lions ont connu une hausse. La victoire de l'équipe nationale du Sénégal face à la Pologne est passée par là. Les commerçants trouvés au marché à Sandaga se frottent bien les mains. Reportage Souadou Ndiaye et Djili Djemé. En marche, direction le marché Sandaga. On veut s'habiller aux couleurs nationales pour mieux supporter les Lions. Seul hic, difficile de se procurer du maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Depuis ce matin, je fais le tour du marché, mais j'ai du mal à trouver un maillot. Aujourd'hui, les prix sont trop élevés. Je suis venu tôt ce matin à Sandaga, mais j'ai trouvé que les maillots coûtaient très cher. Toujours dans l'ambiance du marché Sandaga de Dakar, l'un des plus fréquentés de la capitale, la vente des objets à l'effigie des Lions occupe plus en plus le marché. Il n'y a presque plus de stock dans les grandes surfaces. Avant, ces drapeaux coûtaient 200 francs, et maintenant je les cède à 500 francs. 200 lañ ko doon jaay mais léegi dafa yokk 500 lay jar quoi. bi ci gën a ndaw amul prix am na 3000 bi ci gën a yokk 3000 lay jar sérieusement pour l'instant parce que dafa amul daan na jar sax 2000 2500 mais xam nga football moo nekk affaire boo xam ni moom dollar la day yéeg waaw léegi 15000 10000 lépp am na waaw day dollar day yéeg rek buñ dooraatee beneen match bi mu gën a yéeg c'est comme ça quoi. À n'importe quelle heure de la journée, les clients viennent en masse pour trouver un équipement. Les clients viennent surtout l'après-midi, juste avant la descente. 14h, 16h, 17h, Moi, par contre, j'ai constaté que les clients viennent vers 16h, 17h ou le soir vers 20h. Au marché Sandaga, maillots, banderoles, drapelets et autres objets occupent le marché. L'image de l'équipe nationale fait vendre, une occasion qui fait l'affaire de ces commerçants. À présent, le portrait de Mbaye Niang, le numéro 19 de l'équipe nationale du Sénégal, auteur du deuxième but sénégalais face à la Pologne, ancien attaquant du Milan AC, actuellement sous les couleurs du Torino. Son portrait nous est dressé par Ibou Diouf. Mbaye Niang est bien dans la place. L'on se rappelle encore de cette vive polémique née de sa convocation en équipe nationale, une sorte de revanche pour celui-là qui pouvait jouer pour la France pour avoir vu le jour à Molan en Yvelines, dans la région Île-de-France. Mbaye Niang défend aujourd'hui âprement les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Tout commence le 7 octobre 2017 à Praia. Depuis cette date, Mbaye Niang, de jour en jour, impressionne sur le terrain avec les Lions du Sénégal. Il est entré dans l'histoire avec sa plume. Il commence sa page à lui avec des lettres en gras et en or. Après le Luxembourg en amical, le trophée de l'homme du match revient à l'ancien attaquant du Milan AC, club qu'il a révélé au grand public, sanctionnant une belle prestation face à la Pologne. L'ex-grand espoir du football français devient à l'espace de quelques mois une valeur sûre dans l'équipe du sélectionneur national Aliou Cissé. Jusque-là discipliné dans le jeu, Mbaye Niang aussi, c'est des qualités athlétiques énormes, du haut de son 1,84 m, un physique qui hante le sommet des défenses adverses. Un crack très tôt reconnu par le monde du football, après ses frasques de gamin, Mbaye Niang met la barre haute avec des prestations honorables. Le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat français va écrire sa page de l'histoire avec les Lions du Sénégal. Aujourd'hui, nous on a commencé la nôtre contre la Pologne et ça sera à nous d'écrire notre propre histoire et d'aller le plus loin possible parce qu'on a un beau groupe et on mérite d'aller le plus loin possible. Le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat français va écrire sa propre page dans l'histoire du Sénégal avec les Lions. La principale force de Mbaye Niang est qu'il peut jouer sur tous les postes du secteur offensif. Une bonne solution aussi pour l'entraîneur Aliou Cissé. Et puis cette brève avant de boucler cette édition, la victoire du Sénégal, un sacre africain, a été fêtée un peu partout en Afrique, notamment en Gambie, le pays voisin. Les populations sont sorties pour exulter, tous fiers des Lions de la Teranga. Les Gambiens donc qui célèbrent la victoire du Sénégal face à la Pologne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information dans quelques minutes avec Ibrahim Khan dans le journal
du mondial. Et puis après ça, retrouver Pape Ndiaye dans From Fatih. Il reçoit le ministre Mbaye Niang. C'est la fin de cette édition. Comme je vous l'ai dit, merci et bonsoir.